Bienvenue à cette nouvelle capsule divertissement, toujours en compagnie de votre animatrice Jocelyne Courrier. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, tu veux nous plonger dans l'univers du cinéma. Effectivement, le cinéma qui occupe de plus en plus de place dans nos vies. On a différents services qui nous offrent accès à des films, à des séries, la télévision. Et de plus en plus, je remarque que les séries, c'est populaire. Hein? Les gens aiment ça. Bien évidemment, ça dure plus longtemps. On a le temps de s'attacher au personnage. On a le temps, lorsqu'il y a un vilain, on a le temps de le détester en masse. Il y a beaucoup de détails. Aussi, quand c'est tiré, par exemple, d'un livre, souvent on reproche au film de ne pas avoir assez de détails. Le livre est toujours meilleur. Avec les séries, ça permet vraiment de déployer différentes intrigues. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, je trouve, le cinéma, dans nos vies. Puis, il y a beaucoup d'anecdotes qui peuvent être assez intéressantes. C'est un petit peu ce qui a donné naissance à la capsule. Tu parles de livres, j'ai en tête celui de Dune, de Frank Herbert. Oui. Là, par exemple, j'avais bien aimé le premier film, vous avez vu de 1980 quelque chose. Puis le deuxième, il semblerait qu'il est beaucoup plus axé sur l'histoire du livre que le deuxième pouvait se laisser aller un peu. J'ai déjà lu le livre, mais je m'en rappelle plus pendant tout. Donc, pour comparer, il faudrait bien que j'aille le lire. Là. Mais oui, on a ces commentaires-là. Je sais qu'il y a une série, Terre, champ de bataille, j'ai des amis qui tripaient sur les livres. Quand ils ont vu le film, c'était épouvantable là, ce qu'ils avaient fait. Ça n'avait rien à voir avec le livre. Effectivement, si une personne a déjà lu un livre, s'est fait une idée de la tête des personnages, et t'arrives avec le film, ça peut être un choc, parce que c'est pas ce qu'on avait imaginé. Donc, c'est intéressant, même si on a vu un livre, un film, c'est intéressant après d'aller voir le livre, parce que ça fait apprécier encore plus l'œuvre. On va commencer tout de suite avec l'effet coconut. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, dans une capsule précédente, on avait parlé un petit peu de l'effet Tiffany, lorsque, même si quelque chose est authentique avec l'époque, on ne peut pas le mettre. Par exemple, on ne peut pas mettre le prénom Tiffany dans un livre du Moyen-Âge ou Beverly. Les gens n'y croiront pas, mais pourtant, c'est des noms authentiques. Alors, on voit à l'écran, par exemple, lorsqu'il y a des tournages avec des chevaux. Je trouve ça intéressant de voir un petit peu l'équipement. C'est pas quelque chose qu'on est nécessairement familier. On va voir d'autres images. Et donc, comme je le disais, on s'attend à certaines choses. L'effet coconut, c'est que même si c'est pas nécessairement réaliste, quand on regarde un film, on s'attend à certains bruits. Donc, au niveau des chevaux, on va s'attendre à ce que ça fasse le bruit de 2 noix de coco qu'on frappe ensemble. Donc, le bruit de l'effet coconut. Donc, et même si c'est sur une surface, par exemple dans l'herbe, même si c'est sur la terre, évidemment, ça ne fera pas le bruit d'une coconut qui frappe ensemble, mais c'est le bruit qu'on veut entendre. Donc, évidemment, les studios de cinéma s'adaptent à nos attentes. Et c'est un peu ça, cet effet-là, c'est le fait que ce ne soit pas toujours réaliste, mais à notre oreille, c'est ce qu'on a envie d'entendre finalement. On va voir une autre image aussi lors d'un tournage. Celle-là m'impressionnait parce que on voit que c'est pas nécessairement facile. Il faut être à l'aise à cheval, évidemment. Surtout quand tu transportes une caméra aussi pesante que celle-là à dos de cheval. Là. Oui, parce que tu es bien placé pour savoir le poids d'une caméra, tout ça. Tu es habitué dans le domaine. Donc, ça ne doit pas être facile. Alors, on va voir une autre image un peu, notre fameuse noix de coco. Et ça, c'est un dispositif qu'on peut mettre sur une bicyclette pour que lorsqu'on roule, ça fait le bruit d'un galopage de cheval. Donc, j'avoue que j'aurais vraiment envie d'essayer. Mais ça m'entendre ça passer dans la Grande Rivière. Ah, c'est sûr que on se fait remarquer. Donc, c'est le bruit qu'on entend souvent dans les films, même si ça galope sur de l'herbe, etc. Donc, c'est un exemple effet coconut. On va voir d'autres exemples. Les explosions dans l'espace. Évidemment, il fallait que je mette une image de Star Trek. Donc, dans les films de science-fiction, hein, les explosions, c'est impressionnant, les bruits en Dolby Surround, c'est très, très... on a l'impression d'être à l'endroit, c'est impressionnant finalement. Ça rajoute à l'histoire, évidemment. Mais dans l'espace, ça serait silencieux parce que comme il y a un vide,
ça prend des molécules, ça prend de l'air pour que le son voyage. Et donc, évidemment, si on écouterait un film sans bruit d'explosion... Ça serait plate pas mal, là. Ça serait plate. On perdra un petit peu le plaisir. Ceci dit, il y a quand même des films qui essaient, je pense à Interstellar, qui essaient d'être plus réalistes et d'utiliser le silence. Et comme on n'est pas habitué, justement, ça peut être terrorisant, honnêtement. Moi, j'avais trouvé que ça avait un effet vraiment, quand c'est bien utilisé à des endroits particuliers. Donc, c'est un effet coconut, toutes les explosions, les bruits, tout ça. Et d'autres exemples aussi, c'est lors des combats d'épée. Donc, on est habitué avec des scènes où on sort la fameuse épée du fourreau et ça fait chouing, ça fait l'espèce de bruit métallique. Sauf que souvent, ça va être par exemple des fourreaux en cuir. Et j'ai été écouter sur des vidéos des bruits authentiques lorsqu'on sort l'épée et c'est plus un bruit de cuir finalement. Qu'on devrait entendre, mais dans les films et même les batailles d'épée, c'est des bruits métalliques, c'est assez extrême. Bien évidemment, c'est ça qu'on a envie d'entendre. Ça fait partie du cinéma, si on veut. Là. Je serais curieux de voir c'était quoi qu'est-ce qu'ils ont fait pour le film Excalibur de 1982, je pense. Il y en avait du bruitage aussi. Mais, ça doit être intéressant. Quand tu regardes ça, tu as l'impression que c'est réel aussi, les bruits. Mais il y a quand même des films qui essaient de rendre les choses réelles. Puis, tu me le mentionnais avant le tournage de l'émission, qu'il y a quand même des fourreaux en métal aussi, qui, oui, ça peut faire une espèce de bruit de chewing quand elle sort. Mais disons que souvent, c'est assez exagéré dans les films. Un autre exemple qu'on va entendre, c'est lorsqu'il y a des téléphones cellulaires, des manettes. J'ai volontairement mis un BlackBerry. Ça va rappeler des souvenirs. Moi, j'ai eu un BlackBerry jusqu'à l'an dernier. J'ai beaucoup de misère parce que j'aime les boutons. Le clavier. Ouais, j'aime pas les claviers virtuels. Donc, mais si vous voyez un cellulaire avec un pavé virtuel, ça va quand même faire souvent une espèce de bruit, comme si ça serait un BlackBerry avec des boutons. On met l'emphase sur le bruit pour montrer qu'il est en train d'appuyer. Les télécommandes aussi, on va mettre un bruit qui est assez extrême. Là. C'est sûr que ça fait un clic, mais disons qu'on va exagérer ce phénomène-là. Et un dernier exemple à ce niveau-là, le flappement des ailes des hiboux, des grands oiseaux. Donc, ça va être exagéré. Parce que pour ceux qui connaissent, moi je connais pas l'ornithologie honnêtement, mais ce que j'ai lu, c'est que justement, le hibou est reconnu pour son vol silencieux parce que c'est comme ça qu'il attrape ses proies. Donc, c'est assez drôle que dans les films, il y a l'espèce de flappement impressionnant. Évidemment, ça rajoute à l'atmosphère, donc on comprend pourquoi c'est exagéré. Maintenant, on va passer au numéro de téléphone dans les films. Oui, si vous avez remarqué dans les films et séries, vous avez un très bel exemple. SOS Fantôme, les numéros, ça commence par 555. Donc, autrefois, le 555 était très peu utilisé, donc on utilisait un petit peu n'importe quoi dans ce préfixe-là, si on veut. Mais aujourd'hui, depuis 1994, en fait, le cinéma utilise le 555-0100 jusqu'au 555-0199. Et j'essaie de remarquer dans les films et séries, et c'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment des téléphones qu'on réserve pour le cinéma. Parce que vous imaginez que si on met n'importe quel numéro, il y a des gens qui vont se faire déranger parce que le monde s'amuse à téléphoner. Ouais, ben j'ai lu des histoires de ce genre-là. Ouais, ben par exemple, Squid Game, la série, on avait mis par erreur, inattention, un vrai numéro et la personne n'était plus capable. Elle avait des téléphones à journée longue, était vraiment... Donc après ça, on a fait une édition, on a corrigé ça. Je vais vous donner aussi un exemple, Bruce le Tout-Puissant, un film avec Jim Carrey. Donc, à un moment donné, j'ai pas vu le film, mais semble-t-il que Dieu contacte Bruce sur sa pagette et il y a un numéro qui apparaît. Donc, on va voir l'image suivante. Là, on a fait une édition et on a remplacé par 555, 0, 1, 2, 3. Mais à l'origine, on a mis un vrai numéro, un au hasard si on veut, mais ça tombait que les gens en Amérique du Nord ont essayé d'appeler. Ils ont mis toutes sortes de codes régionaux et il y a beaucoup de gens qui se sont fait déranger. Les gens étaient furieux, évidemment. Et ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, par le hasard, on a appelé un pasteur dans le Wisconsin. Et dans le film,
donc c'est Dieu qui appelle, Jim Carrey. Donc, on demandait au pasteur, êtes-vous Dieu? Puis lui, il s'amusait à répondre, non, mais je peux prendre le message. Donc, lui, il l'a pris quand même avec humour. Mais sinon, on a vraiment changé le numéro pour le DVD parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas très contents. Il y a aussi le film Déni cosmique que je vous conseille, qui est très, très bon. Ça, je ne l'ai pas vu. J'ai juste été voir la bande-annonce ce matin. Là. Un film de science-fiction totalement absurde, une comédie. C'est difficile à décrire. Et on a mis une ligne d'urgence du gouvernement parce que on a peur un peu à un apocalypse. Puis ce numéro-là, à l'origine, lorsqu'on téléphonait, ça donnait sur une ligne érotique. Donc, on ne sait pas si c'était voulu ou pas, mais ce qui est certain, c'est que ça a été modifié. Et après, ça donnait sur 15 minutes de message une espèce de ligne en attente avec de la petite musique, puis des trucs en rapport avec le film. On a fait quelque chose de vraiment bien après l'erreur, ou c'était peut-être pas une erreur, c'était peut-être voulu aussi. Prochain film à passer, Jurassic Park. Jurassic Park, un film de 93 que, bon, je pense que beaucoup de gens ont entendu parler. C'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à cette capsule parce que j'ai appris une anecdote qui m'a fait beaucoup rire. Donc, le son des dinosaures. Aujourd'hui, on pense que tout est artificiel, tout est synthétisé avec l'informatique, on peut faire n'importe quoi. Mais on avait vraiment le souci de réalisme, donc on a utilisé beaucoup d'animaux. Pour faire les bruits des dinosaures, on a utilisé des évents de baleines, des dauphins, des vaches, des ânes. Pour le T-Rex, un chien, le Jack Russell Terrier. Et quand on réécoute le T-Rex, c'est vrai, on entend le fameux chien, c'est spécial, j'ai pris la peine de le faire, un bébé éléphant. Ensuite, pour les fameux raptors, il y avait des chevaux, des oies. Et ce qui m'a fait rire, ce qui a donné naissance à la capsule, c'est que lorsque la scène qui sont dans la cuisine et ils communiquent ensemble, les raptors, on a utilisé le son de tortues en plein ébat amoureux. Et évidemment, j'ai été voir, ça donne quoi des tortues, le son de tortues en ébat amoureux. Et oui, effectivement, on entend le raptor, là, donc, et ce qu'on donnait comme, on expliquait, c'est que c'est tellement long, des ébats amoureux de tortues, qu'on a vraiment le temps de faire des prises de son, de répéter les prises, parce que il semble que ce soit vraiment, ça prend une éternité, des ébats de tortues. Donc voilà, j'ignorais ça. Quand j'ai cherché pour Déni cosmique, je suis tombé justement sur Dune, là. Fait que tant qu'à être dans le bruitage, là, pour le film Dune, il y a 3200 sons différents. Il y en a juste 4 qui sont synthétisés. Oh, c'est impressionnant! Donc, il y a 3196 sons qu'ils ont pris la peine de prendre des micros puis d'enregistrer. Puis dans les exemples qu'ils donnaient, lui qui est plus facile à expliquer, là, le marteleur là, qu'ils vont utiliser pour appeler le grand verre, là, ben, dans le fond, là, ils ont enterré un micro sous-marin dans le sable, puis ils frappaient sur le sable avec un gros marteau. C'est impressionnant de voir à quel point on peut être imaginatif. Quand je parlais au début de la fameuse noix de coco, ça c'est connu quand même depuis un bout de temps, mais de voir qu'on pense à faire des fois toutes sortes de choses comme ça pour arriver à un son précis, c'est un art, c'est vraiment un métier, une vocation. Ça m'impressionne beaucoup. Et tu parles de son. Il y a aussi un niveau, ça me rappelle que Jurassic Park, moi je pensais que les dinosaures c'était fait par ordinateur, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup ça. Mais en fait, on a vraiment construit des dinosaures. Il y avait des gens, je pense qu'on va voir une image qui va suivre. Je l'ignorais. Moi, je pensais que vraiment tout avait été fait avec l'informatique. Donc, c'est impressionnant de voir à quel point ça a dû prendre du temps de préparer un film comme ça. Et vous allez voir l'image suivante. Je parlais au niveau des raptors dans la cuisine. Si vous voulez voir la fameuse scène là, des tortues, c'est cette scène-là. Ça se retrouve facilement sur Internet. C'est vraiment drôle. Quand on compare les deux, et comme je vous disais, le T-Rex, réécoutez le T-Rex, vous allez entendre vraiment le chien qui a servi à l'origine avec le bébé éléphant. Le prochain, Esther, là, d'appeler ça coordonnateur d'intimité.
un métier sur les plateaux de tournage, là? Oui, un nouveau métier. On n'entendait pas parler de ça avant, mais évidemment, avec le mouvement MeToo, le consentement qui est une très bonne chose, il y avait des histoires d'horreur d'actrices qu'on a forcé à faire et d'acteurs qu'on a forcé à faire des choses qui n'étaient pas consentants, qui étaient très limites. Donc maintenant, on engage une personne qui veille au consentement, qui travaille sur le positionnement des acteurs, des actrices. Évidemment, le but, c'est de rendre les scènes réalistes pour qu'on y croit et tout en faisant en sorte que les comédiens, comédiennes soient confortables, soient à l'aise avec ce qui s'en vient. Et les gens ont des kits. J'ai été voir sur Internet et il existe des kits pour ce métier-là, pour mettre les gens à l'aise. Et je vous donne un exemple. Parce que je me demandais comment ça fonctionne, parce qu'on travaille évidemment avec du matériel. Donc, vous allez voir sur l'image suivante. Donc, dans le fond, le but, c'est de faire en sorte qu'on cache les parties intimes, évidemment, et de faire en sorte que, même si les scènes ont l'air torrides, en fait, les parties intimes des acteurs, des actrices ne se touchent jamais. Et je m'étais jamais arrêtée à penser à ça. Donc, vous voyez un peu le genre de matériel qu'on a pour cacher les parties. Donc, ça se passe de détails. Je pense qu'on comprend à quoi sert le matériel. Donc, ça sert à cacher. Et ensuite, pour que jamais les corps, finalement, les parties les plus intimes ne sont jamais en contact. Et pourtant, lorsqu'on voit des scènes, et Dieu sait que maintenant, dans les séries, il y en a de plus en plus des scènes très réalistes, on voit jamais, on se rend jamais compte qu'on masque les parties du corps. Et ça m'a vraiment impressionnée, c'est pour ça que j'ai mis l'image. Ça, c'est un kit de base, finalement, qu'on utilise dans les studios de cinéma et de séries pour que les acteurs soient confortables et que les scènes soient réalistes. Évidemment, on a toutes les teintes de peau selon les acteurs et les actrices en place. Donc, je trouve ça intéressant. On fonctionne beaucoup, on l'expliquait avec des bandages, des adhésifs, etc. Et on expliquait aussi qu'on travaille avec des produits d'hygiène et j'ai lu qu'il y a des contrats que, par exemple, si un acteur ou une actrice fait n'importe quoi, arrive sur le plateau de tournage, se brosse pas les dents, etc., son contrat peut être résilié. Donc, je me dis, s'il y a des clauses comme ça, c'est qu'il y a probablement eu des histoires, des acteurs, actrices qui ont ambitionné. Donc, c'est très structuré, c'est très encadré. Moi, c'est quelque chose que j'ignorais. Ben, au moins, c'est bien que ça soit fait comme ça. Là. Oui, oui, ça évite les débordements. Puis... Exactement. Prochain, une anecdote sur le film Psycho. Effectivement, donc, c'est un classique de 1960, la fameuse scène de la douche. Hein, je pense qu'on a tous entendu parler. L'actrice Janet Leigh a carrément développé une phobie suite à ce film-là. Et il y a de quoi, hein, parce que c'est quand même un film terrorisant. Donc, depuis le film, on va voir l'image suivante, c'est la fameuse scène où elle hurle dans la douche, elle se fait attaquer. Depuis ce film-là, elle est traumatisée, elle prend seulement des bains. Et quand elle est prise que vraiment il n'y a pas de bain, il faut qu'elle prenne une douche quelque part, elle verrouille les portes, les fenêtres de la pièce. Elle laisse entrouverte la porte de la salle de bain, elle laisse ouvert le rideau de douche. Et peu importe la position de la pomme de douche, elle regarde toujours en direction de la porte. La pauvre femme est traumatisée à vie de ce film-là, donc elle est plus capable de prendre normalement une douche sereinement pour relaxer. C'est quelque chose, hein? Il y a des films qui peuvent traumatiser les acteurs. Exactement, parce qu'il y a des scènes qui peuvent être répétées plusieurs fois et on demande du réalisme, donc la personne qui attaque, on s'y croirait, là, puis on demande aux acteurs c'est immersif, c'est-à-dire on demande d'être totalement dans la scène, de vivre les émotions, donc ça peut créer des traumatismes. Justement, tu parlais de Jurassic Park tout à l'heure, il est arrivé quelque chose sur la scène du T-Rex, là, quand les enfants sont dans le Jeep, là, puis le T-Rex semble les attaquer. Hein. C'était juste la terreur qu'il y a sur le visage des enfants, c'était à cause d'un accident. Là, je ne sais pas c'est quoi qui était arrivé. Je sais pas si c'est le T-Rex, parce que c'était comme une grosse machine, si on veut, là. Elle a tombé. Ah, mon Dieu. En tout cas, quand ça a défoncé le toit, c'était vraiment accidentel, mais ils ont continué à filmer pareil.
Puis regardez cette scène-là. Ça donne une authenticité hein, qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. D'ailleurs, vous allez avoir un exemple tantôt de ce genre d'authenticité-là. Maintenant, on passe à Hollywood. Hollywood, donc évidemment, c'est l'endroit pour faire les films, le cinéma. Donc, on connaît l'endroit. Ce que j'ai appris, c'est qu'à l'origine, les films étaient tournés à New York. Pourquoi ça a été déménagé à Hollywood? Ça m'a intriguée. C'est qu'à l'origine, la compagnie de Thomas Edison détenait plusieurs brevets au niveau du cinéma. Puis, il n'hésitait pas à arrêter des productions. Donc, quand des gens faisaient des films, souvent, ils enfreignaient certains brevets. Ils en détenaient tellement, là, des brevets, que finalement, quand quelqu'un essayait de faire un film, c'était quasiment inévitable et il faisait arrêter les productions. Donc, c'est une des raisons que les gens ont décidé de déménager assez loin de New York, assez loin de Thomas Edison et sa compagnie et les brevets. Ils se sont dit, on va aller faire des films dans un coin tranquille, loin de tout ça. Donc, ils ont choisi la Californie et c'est pas l'unique raison. Évidemment, si on compare le climat de New York et de Los Angeles, c'est deux choses différentes. Il fait plus beau. Il y a beaucoup plus de jours d'ensoleillement, ce qui facilite évidemment les tournages extérieurs. Aussi, au niveau des paysages, c'est vrai que la Californie, on a l'océan, on a les plaines, les montagnes, les rivières, etc. Donc, on a tout ce qu'on a besoin assez proche pour tourner des films. Et vous allez voir l'image suivante. J'ai voulu voir à quoi ça ressemblait Hollywood à l'époque. Donc, ça ressemblait à ça. La campagne. Oui, hein, c'est vraiment parti de rien, carrément de rien. Puis aujourd'hui, bon, comme on le connaît, c'est vraiment la capitale des films en Amérique du Nord. Maintenant, on continue avec un métier assez particulier. Là. Je ne sais pas si j'aimerais vraiment ça, ce genre de métier-là. Tagger ou étiqueteur. Effectivement, c'est quelque chose qui peut intéresser des gens. Donc, Netflix engage les gens pour carrément écouter des films et séries toute la journée. L'avantage, vous les voyez avant tout le monde, c'est quand même bien. Mais bon, c'est pas pour tout le monde quand même, parce qu'il faut quand même avoir certaines aptitudes. Le but, c'est d'arriver à les mettre par catégorie. Parce que quand on arrive sur, que ce soit Netflix ou peu importe la plateforme, il y a des catégories, comédie, policier, etc. Donc, il faut être capable de différencier, évidemment. Puis des fois, ça peut être assez subtil parce que c'est des sous-catégories. Par exemple, un film dystopique, donc c'est des films assez sombres sur un univers, la Terre est devenue un endroit inhabitable. Après, ça peut être vraiment des sous-catégories. Donc, l'idée, c'est de les étiqueter le mieux possible pour aider les gens à choisir des films. Il faut donner des qualificatifs. Si vous remarquez sur Netflix, ça va être marqué palpitant, effroyable, pour donner une idée de quel film on s'apprête à voir. Aussi, il faut être capable de relever s'il y a des sujets vulgaires, s'il y a des thèmes, disons, qui soulèvent des polémiques. Par exemple, au niveau de la cigarette, maintenant, ça peut être identifié que ça contient de la cigarette. Il faut aussi être capable de distinguer certaines nuances. Par exemple, la différence entre un film policier et un thriller, c'est très, très subtil. Donc, il faut quand même avoir une certaine aptitude, il faut avoir un sens d'observation très développé. Il faut avoir une éthique de travail et idéalement, on essaie d'engager des gens qui viennent un peu du milieu, qui ont déjà travaillé dans l'univers du cinéma. Donc, mais si le métier vous intéresse, on cherche souvent des gens pour regarder, faire des marathons de films et séries. Mais évidemment, c'est pas juste on regarde des films sans rien faire, il faut quand même observer, noter beaucoup de choses. Ouais, ça faire une série complète pour après ça dire bon ben là c'est ça les thèmes. Puis il faut se dire aussi, vous regardez pas nécessairement ce que vous voulez, donc vous allez vous farcir des choses que peut-être pas dans vos styles de films et séries. Ça fait partie du travail. Ouais. Le prochain, des façons de tourner en voiture, les voitures tractées. Oui, donc on le réalise pas, mais quand on regarde un film où les acteurs conduisent, souvent, c'est une voiture tractée par une remorque. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'acteur se concentre sur son jeu d'acteur. S'il conduit, ben c'est pas le même... ça peut être une distraction. Il y a quand même des acteurs qui le font, des actrices, mais bon. Vous voyez à l'écran un exemple. C'est assez intéressant de voir les espèces de remorques qu'on utilise pour filmer des scènes. Vous allez voir d'autres exemples.
Je trouvais ça assez intéressant, là, ces images-là. Donc, ça peut être une remorque de ce style-là. Et évidemment, quand on regarde le film, on ne pense pas à ça, hein, c'est tellement réaliste. On voit d'autres exemples, donc ça peut être pour tout type de voiture, motocyclette, etc. Et ça, donc, ça peut être un exemple si un conducteur tient à conduire la voiture. Souvent, on va faire semblant de conduire. Et c'est garni, ça? Hein, c'est quelque chose, hein? Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est que la personne sur le toit de la voiture, c'est elle qui conduit. Donc, il y a toutes sortes de procédés. On a vraiment construit un échafaudage, là, si on veut. Et c'est assez complexe. Hein? Donc, quand tu vois ça passer dans le chemin, tu te poses des questions. Donc, en général, on va faire, autant possible, on va faire en sorte que les acteurs et actrices ne conduisent pas pour faciliter les scènes, pour se concentrer. Mais il y a des exceptions et on va voir un film qui a fait exception. Donc, Opération Corned Beef, film avec Jean Reno, que, bon, tout le monde le sait, mon acteur préféré, que j'adore. Un film de 1991. Donc, dans le film, il y avait une voiture, une Citroën BX. Ben, d'ailleurs, il y en avait plus qu'une parce que dans les films, hein, des fois, on brise les voitures. Et on avait fait un test avec une espèce de remorque et ça ne fonctionnait pas. Parce que la remorque ne pouvait pas aller à 140 km/h. Elle se faisait donc dépasser par les autres voitures. Elle se faisait même klaxonner parce qu'on reconnaissait les acteurs. Et évidemment, on perdait l'effet de vitesse. Ça ne marchait pas avec une remorque, ce film-là. Donc, on essayait de trouver une façon, et on parle de 91 ans, les moyens étaient peut-être pas là. Donc, Jean Reno, il s'est offert, il s'est dit, OK, je vais vous la conduire, votre voiture, à 140 km/h en vitesse réelle sur la nationale en France. Et on a fait cette espèce d'échafaudage, de caméras, de toutes sortes d'appareils. Hey, 140 avec tout cet attirail-là dessus. Il faut le faire, hein? C'est vraiment... vous allez voir une autre image. Et le preneur de son, ça a l'air qu'il était dans le coffre. Donc, il n'y avait pas le mal de transport, c'est certain. Donc, il fallait conduire avec cet appareil-là. Comme je disais, à 140 km/h sur une route nationale dans le trafic. C'était vraiment en temps réel. Donc, la terreur sur le visage du passager était réelle. Parce que lui, quand on regarde, j'ai vu le film, et c'est drôle parce qu'il est vraiment terrorisé là, tout le long de la scène. Et il a expliqué après que c'était réel parce qu'évidemment, la scène, c'était vraiment à toute vitesse dans le trafic. Évidemment, aujourd'hui, on a d'autres moyens pour éviter que les acteurs se mettent à risque comme ça. Donc, mais moi, ça m'a fait sourire de voir des acteurs dédiés à leur rôle. Et c'est lui qui s'est offert, Jean Reno, qui voulait amener du réalisme à la scène. Ben, c'est un peu comme dans le film La Matrice rechargée, la scène de la poursuite sur l'autoroute. Ben, c'est la moto, c'est sur un fond vert. La casteur avec les fonds verts, ben c'est ça, avec les fonds verts, ça devient difficile de savoir ce qui est vrai ou pas, entre guillemets. Sauf que ça réussit quand même à nous plonger dans quelque chose. Ah oui, parce que quand on regarde des films, peut-être si on regarde des films, les premiers trucages, des fois, ça jure un petit peu, là, tu sais, ça agace l'œil. Les premiers trucages Star Trek de science-fiction, il y en a, ça fait rire, carrément, là. Mais tu sais, c'était dans les années 60. Les années 60, les trucages, là, t'as l'impression, c'était quasiment ça, là, comme on prenait des petites maquettes, là, puis mais c'est quand même impressionnant pour l'époque. Mais aujourd'hui, je veux dire, on plonge dans le cinéma, on plonge dans le film, c'est très, très réaliste. Et je vais vous donner un exemple pour terminer. Ça m'a fait rire, film Piège de cristal, d'ailleurs, qui passe toujours à Noël. C'est un film d'action, mais comme ça se passe, il y a des sapins de Noël, ça se passe dans le temps des fêtes, c'est considéré, entre guillemets, un film de Noël. Donc, avec Bruce Willis et Alan Rickman, que j'adore, vous allez voir une image. Donc, ça se déroule dans un gratte-ciel, le film. Un film, d'ailleurs, de 1988, est vraiment bien fait. C'est un film qui vieillit bien. Je l'ai réécouté il n'y a pas si longtemps. Et si le visage vous est familier, c'est le professeur Snape dans Harry Potter. Il a fait une très grande carrière. Et d'ailleurs, Alan Rickman, qui est décédé aujourd'hui. Donc, si vous avez écouté Harry Potter, donc le professeur avec les grands cheveux noirs,
c'est Alan Rickman. C'est un excellent, moi je l'adore. Je ne l'avais pas reconnu, par exemple, parce que je les ai vus quand même, les films Harry Potter, je n'avais pas reconnu que c'était lui. J'ai juste porté attention à ça quand, justement, ils ont annoncé son décès sur Facebook. Là. Ils ont mis des films dans lesquels il a joué. Là, puis, ouais, c'est... Oui, bien, les gens ne faisaient pas le lien. Puis quand on a écouté Piège de cristal, à l'époque, bon, on connaissait Bruce Willis, c'était la star, puis lui, c'était le vilain. Donc, il était peut-être moins connu. Donc, il a fait beaucoup de grands films. Donc, pour expliquer le contexte, c'est le haut, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le haut d'un gratte-ciel. Il est accroché au gratte-ciel. Et à l'origine, on lui explique, on va compter 1, 2, 3 et on va te relâcher. Donc, lui, il doit faire une chute, l'acteur, il doit faire une chute de 7 mètres et atterrir sur un matelas, finalement, pour donner l'impression qu'il chute du gratte-ciel. Vous allez voir l'image suivante. Donc, il est accroché à un échafaudage. Dans le film, c'est le fameux gratte-ciel, mais le tournage, donc, c'est cet échafaudage-là, et on lui dit, donc, on va attendre jusqu'à 3, et à 3, on te relâche et tu tombes sur le matelas en bas. Sauf que, on l'a fait volontairement tomber à 2. C'est cruel. Donc, sans lui dire, tout le monde était au courant, sauf lui. L'idée, c'était qu'on voulait une réaction vraiment authentique. On voulait qu'il soit terrorisé. Et ça fonctionnait. Vous allez voir l'image suivante. Donc, si vous voyez, je l'ai regardé encore hier sur Internet, cette scène en particulier, c'est facile de trouver. C'est drôle, ben c'est drôle. C'était moins drôle pour lui, là. Mais la réaction de terreur tout le long de sa chute, donc c'est totalement authentique parce qu'on l'a relâché avant le temps. Évidemment, instinctivement, lui il était en instinct de survie. Il est en chute libre. Et évidemment, on n'a pas le temps de réfléchir. Et ça donne une scène incroyable. Hein? Évidemment, bravo qu'on l'a tourné. Et semble-t-il que sur le coup, il n'était pas... il n'avait pas le sourire, hein? Parce qu'il était encore sur l'adrénaline, évidemment. Tu sais, mais bon, après coup, il a vu le résultat et ça donne une scène incroyable. C'est une scène mythique du cinéma. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est une terreur authentique. Et puis, ça a l'air que c'est ça. Tout le monde sur le plateau est au courant, sauf lui. Donc, moi, j'aime ça, des anecdotes comme ça, parce que ça nous fait prendre conscience que le métier, au niveau du cinéma, tous les métiers dans l'univers du cinéma, c'est impressionnant. Ce sont des vocations. Nous, on regarde le film, on relaxe. Mais tourner un film, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça commence avec l'écriture. C'est quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur un plateau de tournage. Donc. Juste avoir le générique en général à la fin des films en donne une bonne idée de tout le monde qui peut graviter autour de juste un film. Tu amènes un bon point. Tu sais, on trouve long le générique, là. Ce sont tous des gens qui ont eu un rôle essentiel afin de créer des films. Et plus ça va, plus que les films ont en réalisme, c'est impressionnant. Vraiment, moi, je trouve qu'on vit à une belle époque. Parce que le cinéma, moi, je trouve que c'est une belle passion. C'est tellement grand, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir matière à en faire une autre plus tard. En fait, oui, parce que j'ai dû couper la moitié de la capsule parce que j'étais rendue à plusieurs pages. Et j'ai dit, tiens, je vais en garder pour une future capsule. Eh bien, on termine ça comme ça et on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Avec plaisir.